Alors, je voudrais vous parler un petit peu de notre expérience et de notre enfin, un témoignage finalement. Je voudrais partager avec vous l'expérience que nous avons pu acquérir dans la création et enfin, la mise en service d'une salle de simulation médicale virtuelle VET à Oniris. On arrive maintenant à 7 à 8 ans d'utilisation de cette salle et on a pu tirer quelques expériences et quelques conclusions sur le plan pédagogique de l'intérêt de cet outil pédagogique. Alors, je ne vous apprendrai rien. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous, si ce n'est tous, ont déjà été confrontés à la formation vétérinaire, que ce soit une formation en formation initiale ou en formation continue. Et vous savez tous que dans la pratique quotidienne, le vétérinaire a réalisé un certain nombre d'actes de soins routiniers de façon très régulière et qui demandent une certaine dextérité motrice et qui font appel à certaines compétences dans la réalisation de gestes moteurs. Donc, que ce soit par exemple pour des injections, des prélèvements ou de façon encore plus criante pour des actes chirurgicaux. Or, on est confronté dans la formation vétérinaire, dans l'environnement vétérinaire, on est confronté à un certain nombre de problématiques dont les premières reposent sur l'environnement de formation, dans le sens où on a à apprendre on a à transmettre un certain nombre de gestes qui sont pour la plupart complexes, qui nécessitent un retour, un encadrement assez rapproché, dans un contexte de temps enseignant qui est limité. Et ces gestes nécessitent pour la plupart une courbe d'apprentissage assez longue qui n'est pas toujours en adéquation avec le temps dont l'étudiant peut disposer de son côté pour son apprentissage. En plus de ça, on a affaire à des étudiants qui répondent à un profil particulier, dans le sens où ils sont sélectionnés sur des critères essentiellement scolaires, bien que les choses soient amenées à changer, mais qui, en tout cas pour le moment, ne reposent pas sur des compétences, en tout cas évaluées en termes d'habileté manuelle. Donc, ce qui fait qu'on a, on a il est tout à fait possible qu'on ait affaire à des étudiants qui soient naturellement dotés de certaines prédispositions ou qui aient déjà une expérience propre, mais disons que pour la plupart, on a affaire à des jeunes qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement une expérience, quelle qu'elle soit, sur le plan manuel. En plus de ça, il s'avère, quand on regarde un petit peu les études sociologiques, que, on a beaucoup d'étudiants qui disposent d'une confiance en soi qui n'est pas extrême, avec même parfois certains individus qui souffrent du syndrome dit de l'imposteur, donc une sensation de ne pas être à sa place et d'avoir été désigné à tort pour cette formation et qui, par ailleurs, présente des profils variés en termes d'acquis personnels, donc des expériences propres sur le plan de la dextérité manuelle, et puis une vitesse de progression qui va être bien sûr individuelle et variable en fonction des individus. Les étudiants étant également extrêmement stressés par l'enjeu d'avoir à travailler directement sur l'animal vivant, tout ça génère donc un cadre un petit peu particulier. À cela s'ajoutent des considérations éthiques, sociétales, qui sont bien sûr les nôtres depuis, en tant que vétérinaire depuis longtemps, mais qui deviennent de plus en plus criantes aujourd'hui, autour du bien-être de l'animal. Et puis, de façon plus triviale peut-être, mais néanmoins importante, des considérations économiques, notamment par exemple sur le coût des consommables à usage unique qui coûtent assez cher et qui peuvent être utilisés de façon trop importante par des étudiants ou des personnes inexpérimentées. Donc, pour avoir quelque chose qui soit soutenable en termes de formation, si on s'attache au cahier des charges que ça représente, on voit tout de suite qu'on a trois dimensions. Une première dimension qui est pédagogique, une dimension éthique et une dimension économique. Sur la dimension pédagogique, la solution, enfin le souhait de cahier des charges, ce serait de pouvoir augmenter d'une façon ou d'une autre le temps alloué à l'apprentissage moteur, donc à viser des étudiants, et puis de pouvoir faire en sorte de favoriser l'automatisation des gestes de façon à de découper des séquences complexes en plus petites séquences, à les saucissonner un petit peu de façon à pouvoir favoriser leur mémorisation et leur acquisition. De pouvoir, comme l'a souligné Dan tout à l'heure, répéter les gestes jusqu'à les avoir acquis complètement.
Il faut également trouver une solution qui soit adaptée aux différents profils d'étudiants, c'est-à-dire faire preuve de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, donc dans l'idéal, adapter l'apprentissage à un individu donné. Il est très important de fournir un retour à l'étudiant sous forme de feedback ou de débriefing collectif, de façon à pouvoir lui indiquer s'il suit la bonne voie ou s'il est totalement dans l'erreur. Et puis, dans un domaine un peu différent, il serait intéressant d'avoir un outil qui permette de favoriser des conditions d'apprentissage en dehors du stress et éventuellement, enfin, également, qui permettent d'augmenter la confiance en soi. Un point aussi qui paraît clé, qui est peut-être moins soulevé aujourd'hui, mais qui, à mon avis, va le devenir dans les années à venir, on a absolument besoin d'arriver à responsabiliser l'étudiant par rapport à son apprentissage, de façon à favoriser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui est, comme les sciences pédagogiques l'ont montré depuis longtemps, un moteur très important pour justement l'acquisition de tout apprentissage, d'ailleurs, et pas spécialement les apprentissages moteurs. Dans la dimension éthique, eh bien, le principe même de la simulation, enfin dans l'idéal maintenant, ce serait de pouvoir s'appuyer sur le jamais la première fois sur l'animal, donc un credo qui est appliqué depuis déjà maintenant plusieurs années en médecine humaine, domaine dans lequel désormais la quasi-totalité des apprentissages moteurs, voire même des apprentissages de travail en équipe se font sur simulateur ou sur patient standardisé, de façon à permettre de ne pas avoir à réaliser les gestes pour la première fois sur le patient. Et donc, dans cette dimension éthique, ben, bien sûr, favoriser l'acquisition des compétences en amont de la clinique, c'est-à-dire avant d'arriver sur l'animal vivant. La dimension économique, elle est également importante. L'idéal, ce serait de pouvoir optimiser le temps alloué à l'encadrement, c'est-à-dire de faire en sorte que le temps enseignant soit rentabilisé le plus possible, sachant qu'on a de plus en plus d'étudiants et pas, enfin, toujours autant d'enseignants. Donc, c'est un petit peu, ça devient un peu la quadrature du cercle. Donc, il faut absolument que le temps enseignant soit optimisé au maximum pour pouvoir être utilisé et favoriser l'apprentissage des étudiants de la meilleure façon possible. Il est également important d'optimiser les compétences des étudiants avant leur arrivée sur animal vivant en clinique, dans les CHUV, tout simplement sur le plan économique, pour limiter ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé le coulage pédagogique, c'est-à-dire en fait les consommables et les appareils, enfin les dispositifs qui sont qui coûtent assez cher et qui sont susceptibles d'être utilisés de façon excessive en fait par le débutant, enfin ce qui est tout à fait normal, mais qui pourrait être limité. Et enfin, le fait de pouvoir limiter des litiges qui seraient liés à l'erreur ou à l'inexpérience en lien avec le statut de débutant, euh, ce serait également, enfin, pourrait avoir des conséquences positives sur le plan économique, puisque, bien sûr, ça peut donner lieu à des procès, le cas échéant, assez coûteux. Donc, les solutions qui sont utilisables sur le plan pédagogique, ils sont de plusieurs ordres, et puis on peut avoir des choses, en fait, on a des approches un peu différentes hein, qui ont évolué historiquement. On a l'approche qui est la centration sur l'enseignant et ou l'expert, qui va consister par exemple à des présentations magistrales d'exemples pratiques, hein. C'est ce qu'on avait tout à fait au XXe siècle avec des présentations en amphi de dissection, par exemple. On peut avoir également une formule qui consiste pour l'apprenant à observer un expert en action, par exemple un enseignant ou un praticien réaliser telle ou telle intervention chirurgicale. Et puis, de façon un peu plus moderne, mais qui finalement revient au même, utiliser des tutoriels vidéo, c'est-à-dire des petites vidéos qui vont décrire un geste donné ou une intervention chirurgicale. Et puis l'autre approche qui est un peu plus qui est centrée sur les compétences et qui euh, va être centrée cette fois sur l'apprenant, elle consiste à faire réaliser l'action par l'apprenant, donc soit une action type intervention chirurgicale ou pose d'un cathéter intraveineux par exemple, mais de façon encadrée par un expert, un praticien, voire par un étudiant un peu plus gradé, un peu plus expérimenté. On peut aussi avoir recours
à des questionnaires d'apprentissage type QCM, par exemple, qui vont permettre à un étudiant d'exercer son raisonnement médical à travers un ensemble de questions cheminant, le cas échéant, à travers une arborescence diagnostique. Donc, c'est des choses qui vont avoir en commun de pouvoir favoriser l'interactivité et amener l'étudiant à se positionner en tant qu'acteur et non en tant que spectateur, hein, comme c'était le cas dans la première approche centrée sur l'enseignant. Et puis aussi, à l'extrême, on peut aussi se dire, bah, tiens, on va s'appuyer sur l'expérience personnelle. Alors, il est démontré que la méthode par essai-erreur, c'est une excellente méthode d'apprentissage, hein, elle est utilisée par tous les enfants en bas âge. Euh, de, enfin, pour les gens de ma génération, c'est un petit peu de cette façon-là aussi qu'on a été élevé, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même bien souvent été un peu jeté avec un animal, et puis vas-y, fais-lui une prise de sang, et puis bah, c'est sûr qu'on finit par y arriver avec plus ou moins de succès, et en mettant plus ou moins de temps, et en se faisant plus ou moins griffer, bien sûr, puisque ça peut être quand même assez dangereux. Donc, c'est des choses qui fonctionnent, mais qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients et qui peuvent aussi avoir leurs limites. Alors, dans le cadre de la simulation médicale, bon, alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler ou sont déjà familiers avec ces notions, ont déjà visité, j'espère, la superbe salle de simulation médicale de l'ENVA. Donc, la simulation médicale, c'est l'utilisation d'un mannequin, d'un modèle ou d'un patient standardisé, voire d'outils numériques, comme la réalité virtuelle, par exemple, pour reproduire des situations ou des environnements de soins de façon à enseigner des procédures, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, et surtout permettre de répéter des process, de recréer des situations cliniques et d'amener les gens à prendre des décisions pour ce qui concerne donc les professionnels de santé ou des équipes de professionnels de soins. Donc sur ce principe, la salle de simulation médicale vétérinaire VirtualVet d'Oniris est euh, dédiée à l'apprentissage des gestes moteurs, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dédiée uniquement à l'apprentissage de procédures. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle de la simulation procédurale. Elle ne s'appuie pas, par exemple, elle ne vise pas à enseigner des procédures collectives de comportement de soins ou du raisonnement médical ou de la communication clinique. Donc là, je vais vous parler uniquement de ce qui relève de l'apprentissage de gestes typiques d'infirmerie ou de chirurgie, comme par exemple la pose de cathéter intraveineux. Donc ça se fait sur mannequin ou sur modèle inerte. La salle étant équipée de postes de travail donc dédiés à des activités répondant à des objectifs d'apprentissage précis. Chaque activité comprend une notice pédagogique et destinée à expliquer un petit peu la façon de procéder et les consommables nécessaires à la réalisation du geste visé. L'apprentissage se fait en autonomie, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement programmé à l'emploi du temps. Donc la salle est ouverte en dehors des heures de cours habituelles et des TD, donc le midi en l'occurrence et le soir. Les étudiants ont accès à la salle en accès libre à tout moment, dans les horaires d'ouverture naturellement, mais ils peuvent venir autant de fois qu'ils le souhaitent. Dans ce cadre, certaines activités ont été rendues obligatoires dans le cadre de certaines unités d'enseignement. Et puis, les étudiants bénéficient dans la salle ou sur la plateforme d'apprentissage numérique Moodle donc d'un certain nombre de ressources qui leur servent de support et qui vont être bien sûr des notices pédagogiques en PDF cette fois, des tutoriels vidéo, des exercices complémentaires quand on a jugé ça utile ou d'autres types de documents explicatifs, notamment des fiches de prérequis qui permettent aussi aux étudiants de savoir dans quel contexte il est intéressant de savoir réaliser tel ou tel geste. On exerce un suivi des étudiants via la plateforme d'apprentissage Moodle. Donc la connexion, le transfert des informations se fait par un QR code que l'étudiant doit scanner sur chacune des notices pédagogiques et qui va renvoyer vers la plateforme Moodle donc, qui s'appelle Connect à Oniris, sur lequel toutes les activités vont être raccordées à un module de devoir. On a instauré un système de récompense pour se mettre un petit peu, essayer de tenter de se mettre à la hauteur de notre public, donc de gens qui ont l'habitude de manipuler les jeux vidéo. Donc on a un système de récompense qui s'appelle des badges sur Moodle et qui permet aux étudiants
d'obtenir des genres de points d'expérience, des points d'XP, comme sur les jeux vidéo, donc de progresser le, au travers des nombreuses activités. Donc, quand on démarre et qu'on n'a fait qu'une dizaine d'activités, on obtient le badge Piu Piu, et puis on devient de plus en plus fort et on obtient des badges de plus en plus prestigieux pour terminer avec le badge de Stétodore, qui est donc le Graal ultime. Le public visé, c'est tous les étudiants vétérinaires. Alors, j'avais que 4 Dalton, mais bien sûr, vous savez qu'on a donc 6 niveaux, de la VET 1 à la VET 6, plus les internes, qui sont donc le public principalement visé par la salle de simulation. Les activités proposées concernent trois grands secteurs, la propédeutique, ce qui couvre les diagnostics et examens complémentaires, et puis soins et traitements. Actuellement, on dispose de 180 activités opérationnelles et on en a créé beaucoup dans les premières années. Et chaque année, on en rajoute 5 à 10 supplémentaires, donc là depuis 2 ans. Tout ça est présenté sous forme d'un catalogue dans lequel on a trié les activités proposées de façon à permettre aux étudiants de s'y retrouver, puisque 180, ça commençait à faire beaucoup. Donc, on a trié ça par discipline, par espèce visée, et puis par niveau d'études, en ce qui permet aux étudiants de choisir une activité pertinente par rapport à leur objectif d'apprentissage du moment, et surtout aussi, par exemple, à travers les niveaux, de savoir à quoi correspond tel type d'activité et si une activité donnée est adaptée à leur niveau d'études ou pas, ce qui ne les empêche pas d'essayer, mais au moins ils savent s'ils doivent s'attendre à rencontrer des grosses difficultés. Si par exemple ils sont en première année et qu'ils s'attaquent à une activité de cinquième année, ils sauront que s'ils n'y arrivent pas, c'est tout à fait normal. Alors tout ça s'inscrit bien sûr dans un projet pédagogique global qui va de la VET 1 à la VET 6 et, euh, et aux internes dans lesquels sont déclinées les différentes activités pertinentes en fonction du niveau. Voilà à quoi ressemble notre salle. Alors, vous m'excuserez, j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre une photo sympa. C'est tout jaune parce que c'est très sombre, mais c'est ce que j'avais de mieux. Donc, ici, on a une des deux salles. En fait, on a la plus grande des deux salles. C'est celle sur laquelle on a donc les ateliers qui concernent essentiellement les animaux de compagnie. Donc, vous voyez qu'on a bon, un certain nombre de peluches qui ont été fabriquées enfin customisées pour pouvoir répondre aux objectifs pédagogiques poursuivis. Puis, on a des mannequins qui ont été achetés, comme cette chienne qui sert au frottis vaginal ou ce mannequin d'intubation trachéale chien. Et on a donc organisé ça en parcours d'apprentissage. Par exemple, pour la pose du cathéter intraveineux, on a une série d'activités qui va donc commencer par la pose d'un cathéter dans un tube transparent et puis aller vers des mannequins un peu plus élaborés comme celui-ci, je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, sur lequel vous avez un, donc un chien qui dispose d'une fausse veine céphalique et sur lequel on peut également poser un cathéter. Et puis en fin de circuit, on va avoir des choses plus petites, comme par exemple un moulage de pattes de furet ou une oreille de lapin. Donc voici les étudiants en action. Donc là, vous les voyez, par exemple, celui-ci qui est en train de faire un massage cardiaque. Là, vous avez toute une série d'étudiants en train de faire des sutures cutanées. Et puis, vous avez, alors j'espère que vous n'avez pas ce que je vois moi ici, mais vous avez au fond ici une jeune fille qui est en train de s'entraîner à la contention du serpent. Alors, les notices pédagogiques qui sont adossées aux activités, elles se présentent toutes de la façon suivante. On a donc un premier cartouche qui décrit le niveau de difficulté attendu. En fait, on sait par exemple que ce serrage de nœud de chirurgien est un geste assez difficile à acquérir, donc il a été classé en rouge. On a euh, une série de pastilles de couleurs différentes qui sont comme pour les pistes de ski, donc qui démarrent à vert et qui se terminent à noir. Ici, on a le niveau d'étude dans lequel à la fin de laquelle l'activité est supposée être acquise. On va avoir également donc la durée disons moyenne qu'on est supposé, enfin, dans laquelle on est supposé réussir cet exercice. Et puis, on va retrouver également des données internes qui permettent de savoir que c'est inscrit dans une série et le QR code qui permet de connecter à Moodle. On va également avoir l'objectif d'apprentissage poursuivi. Quelques mots pour expliquer pourquoi c'est important d'apprendre à réaliser ce geste, les prérequis indispensables ou en tout cas fortement recommandés pour pouvoir bénéficier au mieux de l'apprentissage. Et puis ensuite, on va avoir
la descriptif des préparatifs, en tout cas des consommables dont il faut disposer pour pouvoir réaliser le geste, un peu comme une recette de cuisine. Et puis ensuite, on va avoir un pas à pas qui va détailler de façon plus précise les différentes étapes de réalisation du geste. À la fin de tout ça, on va également proposer aux étudiants une grille d'évaluation en insistant sur les points qui semblent un peu critiques ou les erreurs récurrentes ou les points vraiment clés très importants dans la réalisation du geste en question, de façon à pouvoir d'une part attirer l'attention de l'étudiant sur ces points et d'autre part lui permettre d'évaluer si oui ou non il a correctement réalisé le geste. Donc c'est un peu la part de feedback en fait va correspondre à cette grille d'évaluation, une grille d'auto-évaluation. À la suite de quoi l'étudiant donc va avoir à répercuter dans son téléphone, après avoir scanné le QR code, sous la forme d'un menu déroulant, le niveau qu'il estime avoir acquis sur la base de cette grille. Pour la réalisation des gestes, donc, sont adossés à ces notices papier, donc disponibles dans la salle, sont adossés un certain nombre de tutoriels qui, eux, sont accessibles depuis la plateforme Vimeo et la plateforme, bien sûr, Moodle d'Oniris, donc dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'appuis, donc des petits tutoriels qui font 3 à 5 minutes et qui permettent de façon décomplexée, là encore, tout réalisé sur mannequin, de voir quelqu'un réaliser le geste souhaité. Alors, on va parler un petit peu de l'expérience acquise maintenant à Oniris et des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, les bénéfices qu'on a pu identifier, ils sont de plusieurs ordres. Donc, le premier, c'est des bénéfices de sécurité, hein, c'est basique, mais c'est évident. Donc, c'est sûr que quand on pose un cathéter intraveineux pour la première fois de sa vie, comme c'est le cas de ce jeune étudiant qui est donc en VET4 à l'époque, c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins effrayant d'avoir à opérer sur Obi-Wan, là, plutôt que sur Pikachu, qui n'est pas forcément hyper content. Et c'est moins impressionnant et ça permet à l'étudiant de se concentrer sur ce qu'il a à faire et sans craindre de se faire mordre ou de se faire griffer. C'est marrant. Le deuxième bénéfice évident, c'est aussi le fait de pouvoir répéter les gestes à l'infini, puisque l'étudiant a accès de façon permanente à la salle. Donc ça, c'est quelque chose qui est démontré de façon avérée comme étant, enfin, depuis très longtemps, vous voyez, j'ai repris cette référence exprès de 93, donc bien adapté à l'apprentissage moteur et qui est même déterminante en fait dans le succès de l'acquisition du geste. Donc il faut évidemment pouvoir le répéter de nombreuses fois. Et puis, il faut pouvoir le répéter plus ou moins longtemps en fonction du profil qu'on a et de sa dextérité manuelle, on va dire innée, mais aussi de son bagage historique, son bagage pédagogique personnel, c'est-à-dire son expérience en piano, par exemple, ou son expérience en tricot, qui va vous donner un petit peu de dextérité de départ. Donc, pour certains étudiants, il est quand même nécessaire d'avoir besoin d'un petit peu plus de temps, et le fait de pouvoir répéter à l'infini, bah, ça fait partie des critères qui sont intéressants. L'autre point qui a été découvert, on a fait quelques études dans le cadre de cette thèse, quelques études pédagogiques, donc tournées vers oui, la pédagogie. On a par exemple, on s'est par exemple rendu compte que pour pour maîtriser la technique des sutures cutanées hein, sur des points de base, il fallait une moyenne de à peu près 3 semaines, avec une fourchette très importante qui va de 10 jours à 110 jours. Donc ça veut dire que clairement, pour les 2 heures de TP qui étaient initialement allouées dans le cadre de la maquette pédagogique n'étaient vraiment pas suffisantes, puisque vous voyez qu'au minimum 3 semaines, alors c'est pas 3 semaines à temps plein, mais enfin c'est 3 semaines en continu quand même, les 2 heures n'étaient pas du tout proportionnelles aux besoins qui sont apparus lors de cette étude. Donc ça permet, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce type de données parce que ça permet évidemment d'adapter après la formation euh, à- aux besoins réels des apprenants. Un autre bénéfice intéressant, c'est le fait que pour arriver donc à cette situation de réalisation d'une intervention chirurgicale, eh bien, il faut savoir réaliser tout ça. Et en tant que vétérinaire, vous savez tous que c'est des choses qui, individuellement, vont demander un certain temps. Donc, il est très intéressant, plutôt que d'avoir à apprendre l'ensemble du paquet en une seule fois, il est extrêmement intéressant de pouvoir saucissonner finalement cette séquence en
une multitude de séquences plus petites qui vont être beaucoup plus faciles à acquérir. C'est un petit peu comme pour la natation. Quand vous apprenez à nager, on va vous demander d'abord de nager, d'abord vous donner une planche et vous allez vous entraîner, vous allez entraîner vos jambes, et puis ensuite vous allez petit à petit passer à, à la séquence complète. On a également constaté que, en absence, la salle de simulation, que les mannequins permettent de s'affranchir totalement des conséquences de l'erreur, bien sûr, puisqu'on travaille sur des peluches ou sur des mannequins, et ce qui diminue considérablement le stress d'enjeu, qui est souvent un petit peu tétanisant pour les étudiants et qui peut limiter en fait leur capacité cognitive, leur capacité de mémorisation et de performance en fait sur le moment. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un avantage très intéressant de la simulation. Et puis au-delà de ça, le fait de pouvoir commettre un certain nombre d'erreurs sur les mannequins en toute impunité, on va dire, sans avoir à faire du mal à un animal vivant, ça permet aussi de tirer les leçons de ces erreurs et de s'apercevoir que ben, finalement, telle idée qui paraissait géniale sur le moment était en fait une fausse bonne idée, et de ne plus la renouveler une fois qu'on sera sur l'animal vivant. Des informations intéressantes aussi corollaires, ce qui se sont, enfin, qu'on a pu observer, c'est qu'on avait une augmentation du niveau de confiance en soi qui était assez important en fonction des gestes. Donc, en l'occurrence, l'étude qui est citée ici, elle concernait les sutures cutanées, et notamment qu'elles permettent une augmentation du niveau de performance. Ça, c'est des choses qui sont connues sur le plan des sciences cognitives. En fait, c'est des choses qui sont liées. On sait clairement que le niveau de confiance en soi permet une augmentation du niveau de performance, et on s'est aperçu que la simulation, pour certaines activités, en tout cas, contribuait à cette élévation du niveau de confiance en soi. Donc, c'est là encore un bénéfice intéressant. L'autre point qui est apparu, dont on s'est vite aperçu quand on a ouvert la salle, c'est que comme c'est finalement une sorte de maison Barbie géante, on a constaté que les étudiants s'amusaient beaucoup, même des fois un peu trop à notre goût. Mais enfin, ils ont, comme en témoigne cette photo, hein, qu'ils m'ont envoyé évidemment après avoir commis leur crime, pas sur le moment, ils n'ont pas fait ça devant moi. On s'est aperçu que c'était une salle dans laquelle ils se sentaient, enfin, ils prenaient pas mal de plaisir. Donc, ça contribue aussi beaucoup à leur motivation intrinsèque, et ça contribue beaucoup à, à leur état d'esprit positif dans l'abord de l'apprentissage. Je reviens sur la connaissance des courbes d'apprentissage évoquées tout à l'heure au sujet de la durée des sutures cutanées, par exemple, et ça s'applique aussi à d'autres domaines. Bon, là, clairement, l'étude menée par Cécile nous a permis d'aménager nos modalités pédagogiques. Et là, en l'occurrence, on a distribué, en plus de ce qui était déjà proposé en salle de simulation, on a distribué des kits de sutures aux étudiants, et on leur a demandé de réaliser des sutures de façon régulière sur certaines périodes dans leur rotation clinique, de façon obligatoire, ce qui a beaucoup, beaucoup de succès et qui leur permet de faire une progression vraiment très importante et très remarquée. Alors bien sûr, ça n'a pas que des avantages, hein, cet outil pédagogique, donc il a certaines limites. D'abord, la première, c'est que c'est des limites pratiques. On a quand même des difficultés à obtenir certains modèles parce qu'ils sont très difficiles à fabriquer, notamment tout ce qui est organe creux est très difficile à mouler. Donc ça limite un petit peu nos capacités de proposition. Et puis, bien que les modèles commercialisés, l'éventail des de modèles commercialisés se soit largement étendu. D'abord, ces modèles sont très coûteux, et ensuite, ils ne couvrent pas forcément tous les besoins pédagogiques, tous les besoins d'ateliers dont qu'on pourrait souhaiter. Après, à côté de ça, il y a beaucoup plus important, à mon avis, des limites scientifiques. Euh, on a créé beaucoup, beaucoup de mannequins. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites maison avec des choses un peu bricolées, des choses qui s'appuyaient sur de l'existant. Je dois dire aussi, et j'en profite pour remercier Henri, bien qu'il ne soit pas là, pour de la collaboration qu'on a pu avoir avec Maison Alfort, qui nous a permis d'avancer main dans la main de façon conjointe et solidaire. Ça a vraiment été d'abord une très belle expérience humaine, mais en plus, ça a été extrêmement productif parce qu'on a pu partager à la fois nos succès et nos échecs, et ce qui nous a permis d'avancer beaucoup plus vite. Mais malgré ça, il s'avère que tous ces mannequins qui ont été construits n'ont pas forcément encore pour autant fait la preuve de leur efficacité pédagogique.
Et malheureusement, on a beaucoup de difficultés à trouver le temps nécessaire pour pouvoir mener ces études et les publier de façon à pouvoir vérifier un petit peu nos hypothèses. Alors, on travaille pour le moment encore, c'est très jeune, donc on travaille encore un peu comme on peut, mais malgré tout, il faudra de toute façon à terme pouvoir valider l'intérêt pédagogique des mannequins, puisqu'il ne suffit pas de fabriquer un mannequin pour qu'automatiquement il soit adapté à l'objectif pédagogique requis. Alors heureusement, on a une évolution qui est assez rapide en ce moment, puisqu'il existe, bon, d'abord, il y a toutes les écoles françaises se sont équipées désormais de salles de simulation, donc on n'est plus tout seul, et puis on avance les uns avec les autres. Et puis, au-delà de ça, il y a également toute une communauté scientifique internationale donc, qui s'est établie, qui est extrêmement dynamique, extrêmement sympathique également et qui partage beaucoup de choses, beaucoup d'idées de fabrication, beaucoup d'idées de validation. Et donc, ça reste extrêmement motivant aussi pour nous et beaucoup d'informations à en tirer. Donc là, on sait que, on va pouvoir regarder ce qui se fait chez des autres également et pouvoir disposer de preuves, euh, disons, factuelles de l'intérêt pédagogique également de certains modèles. Alors, les questions qui se posent et qui pourraient être mises sur le plan de limite, mais qui, de mon point de vue, ne le sont pas, c'est le fait que la simulation, donc bien sûr, ne remplace pas le réel. Alors, il y a tout un tas de choses dont on ne pourra pas disposer, par exemple le comportement, le mouvement des animaux, les odeurs, c'est un peu difficile à reproduire et c'est vrai que dans certains cas, ça aide quand même beaucoup diagnostic. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas être capable de reproduire dans l'immédiat en simulation. Tout ce qui est singularité biologique et variation raciale, ben, c'est pareil. Malgré tout, euh, l'idée, c'est pas de remplacer des animaux vivants par des animaux en plastique, hein, on est tous d'accord, c'est vraiment de constituer une première étape avant la clinique, de façon à permettre aux étudiants de dégrossir, de débroussailler le geste et d'avoir déjà quelques acquis avant d'arriver sur l'animal vivant, où il sera là confronté évidemment à des mouvements, des odeurs, etc. L'autre point, c'est que la simulation ne reproduit pas le réel. En effet, quel que soit le degré de raffinement d'un mannequin ou d'un modèle, il ne reproduira pas l'organisme dans sa globalité. Donc, veut dire que pour certaines choses, on n'aura pas de retour sur des interactions possibles entre les systèmes. De plus, malgré tout l'enthousiasme qu'on y met, les organes sont toujours reproduits de façon imparfaite. Alors, je vous ai mis volontairement une photo de notre ovariectomie en plastique qui reproduit, comme vous l'avez tous reconnu, donc l'ovaire, l'utérus, vous retrouvez. Vous avez également les artères, l'artère ovarique ici, et puis les veines utérines, et puis vous avez donc le ligament suspenseur de l'ovaire sous forme d'un élastique. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître très sommaire. Malgré tout, en fait, bien sûr, la simulation ne reproduit pas le réel, mais on en est très content parce que c'est justement ce qu'on attend d'elle, en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'elle s'affranchisse de certaines difficultés ou de certains bruits parasites qui sont insufflés par le vivant pour justement permettre à l'étudiant de se focaliser sur l'objectif pédagogique qu'on a déterminé. Et donc, ça suppose évidemment qu'il faut cibler des objectifs pédagogiques qui soient adaptés. Par exemple, est-ce qu'on souhaite que l'étudiant acquiert un geste? Est-ce qu'on souhaite qu'il se familiarise avec une sensation tactile ou qu'il reconnaisse un bruit cardiaque, par exemple? Est-ce qu'on souhaite qu'il mémorise simplement les étapes d'une séquence motrice? Bon, c'est le cas, par exemple, de la l'ovariectomie que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, il faut vraiment bien éclaircir l'objectif pédagogique de base de façon à pouvoir créer un mannequin qui soit adapté à cet objectif pédagogique et pas nécessairement hyper réaliste. Alors, je vais terminer rapidement. Le réalisme, on s'est aperçu aussi qu'il n'est pas nécessairement corrélé avec le résultat pédagogique. Par exemple, il y a une étude assez amusante de Sarah Bailey, qui est donc un ponte hein, de la simulation anglaise qui est à Bristol, et qui a donc démontré qu'on n'avait absolument pas de différence sur le résultat pédagogique entre l'utilisation des pattes de suture classiques, qui sont validées, et un torchon à vaisselle. Donc c'était enfin deux torchons à vaisselle. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'on n'est pas obligé d'avoir un haut niveau de réalisme pour avoir quelque chose qui soit tout à fait satisfaisant sur le plan pédagogique.
Et puis, à l'inverse, il a même été démontré que certains modèles high fidelity assez coûteux n'étaient pas forcément non plus les meilleurs en termes d'efficacité pédagogique, notamment, alors ça a vraiment été pas mal évalué sur un, un appareil qui s'appelle le Lapsim, qui est en fait un simulateur de chirurgie célioscopique qui se présente un peu comme un jeu vidéo, qui est vraiment bien fait, hein, donc qui coûte assez cher. Mais on s'est aperçu, enfin plusieurs publications ont mis en évidence le fait que finalement il y avait un certain nombre de modèles low fidelity, donc basés sur une boîte en carton et deux pinces, qui étaient largement équivalents et voire dans certains cas meilleurs. Donc le côté waouh, c'est bien, mais il faut quand même garder à l'esprit, là encore, toujours l'objectif pédagogique poursuivi derrière, de façon à adapter l'outil en fait à ce qu'on souhaite obtenir. Alors, enfin, ce qu'on peut percevoir comme une limite, mais que je vois moi aussi plutôt comme quelque chose de très enthousiasmant, c'est que bien sûr, la construction pédagogique, elle nécessite d'être raisonnée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement juste prendre un mannequin ou un modèle et puis se dire ça va faire l'affaire. Il est absolument nécessaire de respecter les spécificités de l'apprentissage moteur, donc tenir compte du fait qu'une répétition va être indispensable, tenir compte du fait que des courbes d'apprentissage parfois longues sont la règle. Et puis également s'approprier donc les rythmes d'apprentissage spécifiques, c'est-à-dire que pour un apprentissage donné, il est nécessaire de revenir dessus à intervalles réguliers, avec des intervalles qui varient en fonction de ce qu'on a à apprendre. Je vous ai mis ici l'exemple d'une étude qui a mis en évidence que pour apprendre le meilleur rythme d'apprentissage pour apprendre à réaliser une ovario-hystérectomie chez la chienne, c'était donc une session de formation par mois. Donc, tout ça, ça souligne l'importance de bien raisonner les modalités pédagogiques choisies. Alors, en conclusion, je voudrais juste voilà, ressouligner quelques points clés. Donc, pour nous, après 7 ans d'expérience, on a quand même mis en évidence un certain nombre de bénéfices, hein, pour la formation, réellement intéressants, à condition d'avoir une construction pédagogique qui soit raisonnée, en amont évidemment de la mise en service des activités et qui tienne compte des spécificités de l'apprentissage moteur. Et puis, bien sûr, il y a encore un certain nombre de carences, tout ça est très neuf, mais on mise sur des évolutions rapides à l'échelle mondiale et puis également sur le fait qu'on a quand même des choses, enfin, un groupe de gens concernés qui est relativement important et qui est un support et une source de ressources également très importante. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous présente pour finir Mirabelle et Marguerite, la vache qui sert pour l'insémination artificielle et puis Marguerite qui sert pour l'obstétrique. Voilà.